Il est encore tôt. Le soleil n'a pas fini de se lever sur Cotonou. La ville respire encore au rythme lent de ses premières heures du matin, où rien ne semble pouvoir troubler l'ordre ordinaire des choses. Les marchands ambulants commencent à peine à installer leurs étals. Les motocyclettes taxis, les fameux émidians, reprennent leur balai quotidien dans les ruelles poussiéreuses de la capitale économique du Bénin. Les enfants se préparent pour l'école, les fonctionnaires pensent à leur journée de travail. Rien, absolument rien dans ce tableau banal d'un jeudi matin africain ne laisse présager ce qui est sur le point de se produire. Et puis, soudain, les coups de feu. Ils éclatent à Anguizo, un quartier stratégique de Cotonou situé à proximité immédiate du domicile présidentiel. D'abord discrets, presque comme des pétards lointains que l'on pourrait attribuer à une fête nocturne attardée, mais non. Ces détonations ont une autre texture, une autre intensité. Elles claquent avec la précision froide et métallique des armes militaires. Les riverains, surpris, s'immobilisent. Certains se recroquevillent derrière leurs murs. D'autres sortent prudemment la tête pour tenter de comprendre d'où vient le danger. Les téléphones s'allument dans tous les foyers. Les messages commencent à circuler sur WhatsApp, sur Facebook, sur toutes les plateformes où le Bénin prend le pouls de lui-même en temps réel. En quelques minutes, et c'est là que tout bascule vraiment, des hommes en treillis militaires font leur apparition dans les couloirs de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, l'ORTB, la télévision publique nationale, le symbole même de la voix officielle de l'État. Ces militaires ne sont pas venus pour une visite de courtoisie. Ils sont armés. Leur démarche est décidée, leur regard concentré. Ils savent exactement pourquoi ils sont là. Et ce qu'ils vont faire va résonner bien au-delà des frontières de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Le micro est saisi, la caméra est allumée. Et depuis les studios de l'ORTB, une voix grave, posée, solennelle, commence à lire un texte qui va changer le cours de l'histoire du Bénin, au moins pour quelques heures, peut-être pour bien plus longtemps. Les frontières terrestres, maritimes et aériennes du Bénin sont fermées jusqu'à nouvel ordre. 5 mots suffisent pour comprendre que quelque chose d'irréversible vient de se mettre en mouvement. Quand un pays ferme ses frontières sur tous les fronts simultanément, ce n'est pas un geste anodin. C'est la signature d'une prise de contrôle. C'est le premier acte d'un pouvoir qui cherche à s'isoler du monde extérieur pour consolider ce qu'il vient de saisir. C'est le langage classique, reconnaissable entre mille, des coups d'État africains que l'histoire a déjà vu défiler depuis les indépendances des années 60. Puis vient le reste du message. Un comité militaire de la refondation vient de naître. Ce comité, son nom même est chargé de sens, la refondation, comme si tout ce qui existait avant devait être effacé et reconstruit sur de nouvelles bases, annonce qu'il prend la plénitude des pouvoirs dévolus à l'État du Bénin. Il appelle les fonctionnaires à continuer leur travail avec foi et discipline. Il invite la population à vaquer librement à ses occupations dans la paix et la tranquillité. Il promet à la communauté internationale que les engagements du Bénin seront respectés, que les droits humains seront préservés. Et il conclut avec des mots qui sonnent comme un serment, comme une promesse faite à un peuple épuisé. Fraternité, justice et travail. Vive le Bénin, la République ou la mort. Le peuple d'abord. Ce sont des formules que l'Afrique connaît bien, trop bien peut-être. On les a entendues au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, au Gabon. À chaque fois, elles arrivent portées par des hommes en uniforme qui se présentent comme les sauveurs d'un peuple trahi par ses dirigeants civils. À chaque fois, elles promettent une aube nouvelle. Et à chaque fois, le peuple attend, suspendu entre l'espoir et la méfiance, de voir si cette fois-ci sera différente. Mais revenons à Cotonou en ce matin du 16 janvier. Parce que pendant que ce message résonne sur les écrans de la télévision publique, une autre bataille, invisible, souterraine, mais tout aussi féroce, est déjà en train de se jouer. À la présidence de la République, l'information a évidemment filtré. Les téléphones sonnent dans tous les sens. Les conseillers se précipitent. Les gardes du corps resserrent leurs dispositifs. Et Patrice Talon, cet homme d'affaires devenu président, ce cotonnier milliardaire qui règne sur le Bénin depuis 2016, convoque une réunion d'urgence. 9 heures du matin. Les membres du gouvernement,
les chefs militaires loyaux, les conseillers les plus proches. Tous sont appelés à se rassembler pour évaluer la situation, pour comprendre l'étendue réelle de ce qui est en train de se passer. Coup d'État? Quelle tentative de coup d'État? Le gouvernement balaie tout d'un revers de main officiel. Mais voilà le problème. Et c'est un problème immense, béant, que même les mots les plus habiles du porte-parole ne peuvent combler. Le silence parle. Et dans ce cas précis, le silence parle beaucoup trop fort. Parce que si Patrice Talon avait véritablement le contrôle de la situation, si l'armée était loyale dans son intégralité, si les putschistes avaient été neutralisés, alors il y aurait eu un communiqué officiel très différent. Un communiqué qui dit « Voici les noms de ceux qui ont tenté ce coup. Voici où ils sont. Voici ce qui leur arrive. » Un communiqué de victoire, clair, précis, documenté. Le genre de communiqué que produit un pouvoir qui a écrasé une rébellion et qui veut le montrer au monde entier. Or, ce communiqué-là ne vient pas. Il ne vient pas parce que la réalité sur le terrain est bien plus complexe, bien plus dangereuse que ce que le gouvernement veut bien admettre. La vérité que les sources commencent à faire remonter, à mi-voix d'abord, puis de plus en plus clairement, c'est celle-ci. L'armée béninoise est divisée, coupée en deux blocs qui se font face, qui se jaugent, qui négocient ou qui s'affrontent selon les casernes et les régiments. D'un côté, les militaires restés fidèles à Patrice Talon, à l'ordre constitutionnel, à la chaîne de commandement officielle. De l'autre côté, ceux qui ont rejoint, ou qui du moins ne s'opposent pas, au lieutenant-colonel Pascal Tigri, le nom qui commence à circuler comme celui de l'homme derrière le comité militaire de la refondation. Pascal Tigri, un nom que ce matin encore, l'immense majorité des Béninois ne connaissait pas, et qui en quelques heures est devenu le centre de gravité d'une crise nationale. Qui est-il? D'où vient-il? Quelles sont ses ambitions, ses alliances, ses appuis? Les informations sont encore fragmentaires, contradictoires, impossibles à vérifier avec certitude dans le feu de l'action. Mais son existence, et surtout l'existence d'une faction militaire qui se range derrière lui, suffit à invalider la thèse officielle du gouvernement selon laquelle tout est sous contrôle. Dans les rues de Cotonou, la tension est palpable mais pas explosive. Pas encore. Les gens regardent leur téléphone avec une anxiété mêlée de fascination. Les boutiques hésitent entre ouvrir et rester closes. L'ambassade de France a déjà lancé un appel à ses ressortissants. Restez chez vous. Un conseil qui, en lui-même, est un signal d'alarme. Quand une ambassade dit à ses citoyens de ne pas sortir, c'est qu'elle sait, ou qu'elle pressent, que quelque chose de sérieux est en cours. Et puis il y a cette information qui tombe comme une pierre dans un lac calme, créant des cercles concentriques qui vont aller toucher toutes les rives de la sous-région. Le Nigeria aurait conduit des frappes aériennes sur le territoire béninois. Des frappes aériennes. Des avions de combat étrangers dans le ciel du Bénin. Contre qui? Pour soutenir qui? Dans quel cadre légal? Dans quelle logique géopolitique? Ces questions restent pour l'instant sans réponse officielle. Mais leur simple formulation dit tout de la gravité extraordinaire de ce qui est en train de se jouer. La CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a elle aussi réagi avec une rapidité inhabituelle. Sa force en attente a été déployée vers le Bénin. Une force qui n'est mobilisée que dans les situations jugées suffisamment graves pour justifier une intervention régionale. Là encore, ce déploiement contredit frontalement le discours du gouvernement béninois qui parle de simples rumeurs, de tentatives avortées, de situations maîtrisées. On se retrouve donc face à une équation impossible à résoudre avec des mots officiels. D'un côté, un gouvernement qui dit « Il ne se passe rien. Nous sommes debout. Talon est à son poste. »
De l'autre côté, des coups de feu à l'aube, une télévision nationale prise d'assaut, des frontières fermées, un comité militaire qui proclame avoir le pouvoir, une armée divisée, des frappes aériennes nigérianes et une force régionale déployée en urgence. L'un de ces deux récits est faux. Et l'histoire, avec sa brutalité habituelle, se chargera de dire lequel. Ce qui est certain, en ce matin du 16 janvier 2025, c'est que le Bénin, ce pays longtemps présenté comme un modèle de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, ce pays qui avait réussi l'exploit d'organiser des transitions pacifiques du pouvoir dans une région secouée par les coups d'État, ce pays-là vient de basculer dans une zone d'incertitude profonde, troublante et potentiellement lourde de conséquences pour toute la sous-région. Cotonou s'est éveillé sous les tirs. Et personne, ce matin-là, ne sait encore vraiment comment cette journée va finir. Il y a des villes qui parlent plus fort que d'autres. Des villes dont le simple nom, prononcé dans un contexte de crise, suffit à charger l'atmosphère d'une électricité particulière. Bamako est de celles-là. Capitale du Mali, capitale d'un pays qui a dit non, non à la présence militaire française, non aux anciennes tutelles, non à un ordre post-colonial que beaucoup considèrent désormais comme insupportable. Bamako, que certains esprits enflammés appellent depuis peu la capitale de l'Afrique des libertés. C'est depuis cette ville, depuis ce symbole vivant de la rupture avec Paris, que va monter en ce 16 janvier 2025 une voix qui va transformer radicalement la lecture de ce qui se passe au Bénin. Une voix qui va faire basculer une crise nationale dans une dimension continentale, géopolitique, historique. Et cette voix ne chuchote pas, elle tonne. Depuis Bamako, un analyste, un militant panafricain, prend la parole avec une certitude déconcertante, avec une conviction qui ne laisse aucune place au doute ni à la nuance. Pour lui, ce qui se passe au Bénin en ce matin du 16 janvier n'est pas simplement une affaire intérieure béninoise. Ce n'est pas une querelle entre soldats, une ambition personnelle de quelques lieutenants-colonels ayant décidé de tenter sa chance. Non. Ce qui se passe au Bénin est, selon cette voix venue de Bamako, le révélateur brutal d'une réalité que trop de gens refusent encore de voir en face. Le Bénin est une base militaire française déguisée en État souverain. Et Patrice Talon en est le gestionnaire complaisant, voire le complice actif. L'accusation est frontale, elle est grave, elle est explosive. Patrice Talon, dit cette voix, aurait fait appel à l'armée française. Pas pour défendre son pays contre une menace extérieure, pas pour protéger ses citoyens contre une invasion venue d'ailleurs, mais pour frapper, pour tirer sur ses propres soldats. Des avions militaires français auraient décollé, auraient survolé le territoire béninois, auraient ouvert le feu sur un camp de l'armée nationale du Bénin. Des soldats béninois auraient été tués par des bombes françaises, larguées sur ordre d'un président béninois. Prenons un instant pour mesurer le poids de cette accusation. Si elle est vraie, et insistons sur ce conditionnel parce que dans le feu de l'information en temps réel, les faits et les rumeurs se mêlent avec une facilité terrifiante. Si elle est vraie, alors nous ne sommes plus dans le cadre d'un coup d'État ordinaire. Nous sommes dans quelque chose d'autrement plus grave. Nous sommes dans le cas d'un chef d'État qui a retourné une armée étrangère contre sa propre armée nationale. Un président qui a, en quelque sorte, déclaré la guerre à ses propres soldats en faisant appel à une puissance extérieure pour les éliminer. Et c'est précisément là que la voix de Bamako enfonce le clou avec une logique implacable. Si Talon a fait ça, si Talon a appelé des soldats français pour tuer des soldats béninois, alors, dit-elle, il a commis l'irréparable. Il a franchi une ligne que nul dirigeant ne peut franchir sans perdre toute légitimité, toute autorité, tout droit au pouvoir.
Car un président qui tue ses propres soldats avec des armes étrangères ne mérite plus d'être appelé président. Il mérite d'être jugé. Et la résistance contre lui, quelle que soit sa forme, devient non seulement légitime, mais moralement obligatoire. C'est un appel, c'est presque un appel aux armes, formulé avec les mots de la politique, enveloppé dans le vocabulaire du droit international et de la justice historique, mais un appel aux armes quand même. Mais ne nous arrêtons pas là, parce que la voix de Bamako ne s'arrête pas là. Elle va plus loin, beaucoup plus loin. Et c'est dans ce plus loin que réside la véritable dimension géopolitique de ce qui est en train de se jouer. Car cette voix pose une question que beaucoup pensent, mais que peu osent formuler aussi directement. Pourquoi l'armée française serait-elle intervenue au Bénin ? Quel intérêt stratégique cela représente-t-il pour Paris ? La réponse donnée est limpide, cinglante, et d'une cohérence redoutable pour ceux qui suivent depuis quelques années l'évolution des rapports de force en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, dit-elle, n'est pas seulement un petit pays côtier coincé entre le Nigeria et le Togo. Le Bénin, dans la géographie militaire française en Afrique, est une pièce maîtresse. Une pièce dont la valeur n'est pas dans ce qu'elle est, mais dans ce à quoi elle donne accès. Car le Bénin partage une frontière avec le Niger. Et le Niger, depuis le coup d'État de juillet 2023 qui a renversé Mohamed Bazoum, s'est fermé à la présence française et a rejoint, du moins dans l'esprit et l'orientation, la galaxie des États du Sahel, hostile à Paris. C'est cette logique froide, calculée, parfaitement cohérente avec les intérêts géostratégiques français tels qu'ils sont perçus depuis Bamako, qui expliquerait, selon cette voie, l'intervention de l'armée française aux côtés de Talon. Il ne s'agirait pas d'aider un ami, il s'agirait de sauver une base. Il s'agirait de maintenir coûte que coûte un point d'appui dans une région qui est en train de se fermer comme une huître. Et c'est là que l'Alliance des États du Sahel entre en scène avec toute sa puissance symbolique et stratégique. Cette alliance, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger sous l'acronyme AES, a été fondée précisément pour répondre à ce type de situation, pour créer un bloc de résistance collective face à ce que ses membres appellent le néocolonialisme français. Et depuis Bamako, la voie est claire. La libération du Bénin de la présence militaire française est un objectif stratégique légitime pour l'AES. Pas une ingérence dans les affaires d'un État souverain, une nécessité de défense collective. Parce que tant que le Bénin reste une base française, il est une menace permanente contre les pays du Sahel. Il est le couteau dans la main de Paris, pointé vers Niamey, vers Ouagadougou, vers Bamako. La voix de Bamako articule alors ce qui ressemble à une feuille de route, à un programme d'action en 3 temps. Premier temps, l'expulsion de toute présence militaire française du sol africain. Pas de négociation, pas de compromis, pas de renégociation des termes de la présence. Le départ, pur et simple. Jamais plus un soldat français sur le sol africain. C'est la formule utilisée, martelée, répétée comme un mantra. Partout où des soldats français sont encore présents, qu'ils soient en uniforme ou déguisés en mercenaires comme le suggère la voix, l'Afrique qui se bat doit agir pour les reconduire vers Paris. Deuxième temps, la solidarité panafricaine. Ce qui se passe au Bénin ne concerne pas que les Béninois. Cela concerne tous les Africains. Cela concerne tous ceux qui, de Lagos à Dakar, de Kinshasa à Nairobi, regardent avec attention comment le rapport de force entre l'Afrique et ses anciennes métropoles est en train de se redessiner. La voix de Bamako appelle à une mobilisation populaire, continentale, massive. Elle convoque l'imaginaire de la solidarité africaine, de la fraternité des peuples noirs, de la communauté de destin d'un continent qui a trop longtemps subi et qui commence, enfin, à se tenir debout. Troisième temps, la justice. Car les militaires ne peuvent pas tout. Les armes ne peuvent pas tout. Il faut aussi que les tribunaux parlent. Les cours africaines, béninoises mais aussi régionales et continentales, doivent, selon cette voie, se saisir de tous les crimes commis par l'armée française sur le sol africain. Les bombardements, les exactions, les meurtres, les destructions. Tout doit être documenté, instruit, jugé.
avec des condamnations, avec des réparations, avec des mandats d'arrêt internationaux si nécessaire. Car l'impunité a assez duré. 60 ans d'indépendance formelle pendant lesquels les soldats français ont pu agir sur le continent africain sans jamais rendre de compte à personne, selon cette vision des choses, c'est 60 ans de trop. Mais au-delà du programme, au-delà de la feuille de route, ce qui frappe dans ce discours venu de Bamako, c'est la tonalité. C'est la chaleur presque volcanique des mots utilisés. Ils nous ont assez massacrés. Ils nous ont assez pillés. Ils nous ont assez menti. Il est temps que chacun assume ses turpitudes. Ces phrases ne sont pas de la rhétorique politique froide, ce sont des cris. Des cris qui portent en eux des décennies de frustration accumulée, de rancœur soigneusement entretenue, de colère que ni les indépendances, ni le développement économique n'ont réussi à éteindre. Et cette colère trouve un écho puissant, mesurable, visible dans les milliers de partages sur les réseaux sociaux, dans les commentaires enflammés sous les vidéos qui circulent, dans les conversations qui s'enflamment dans les marchés de Bamako, dans les universités d'Abidjan, dans les cafés de Dakar. Parce que la narrative portée par cette voix de Bamako, qu'elle soit exacte dans tous ses détails factuels ou pas, répond à quelque chose de profond, de viscéral, que des millions d'Africains portent en eux. Elle répond à la question que beaucoup se posent en silence. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand les décisions qui affectent l'Afrique seront-elles prises à Paris ou à Washington, plutôt qu'à Bamako ou à Cotonou ? Jusqu'à quand les armées africaines devront-elles cohabiter avec des bases militaires étrangères sur leur propre sol ? Jusqu'à quand les présidents africains pourront-ils appeler des soldats français pour régler leurs problèmes intérieurs ou pour mater leur propre population, sans que l'Afrique ne se lève pour dire non ?